les meilleurs entrepreneurs, ce sont ceux des favelas au Brésil. C'est pas ceux qui ont fait les grandes écoles. Badvis, le pauvre, il a dormi 1 heure hier. Ça va être 2 journées qui vont être extrêmement intensives. Quand j'ai envie, on bosse tous ces moments-là. Allez, ballon, on est parti pour l'event. Let's go, direction le désert d'Agafay. On prend la route. J'ai jamais dit ça ailleurs. Ce que vous allez savoir aujourd'hui, c'est le top du top. Hakim, comment tu sens avant cet événement? Eh ben, impeccable aujourd'hui. C'est l'opening du club acquisition. Les invités, en fait, on a les pré-membres aujourd'hui. On a pas mal d'intervenants de qualité qui sont venus de France, de Dubaï. On a croisé pas mal de personnes là qui viennent des 4 coins du monde. Ouais. Donc on sent qu'il y a une belle hype. En tout cas, le paysage est sympa. Rendez-vous. On va voir à quoi ça ressemble. Sachant que c'est quoi? C'est la première session aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont prévues du coup à Dubaï, Genève. Il y a prochaine session à Genève ou Côte d'Azur. On est en train de réfléchir. Session suivante à Dubaï. Et après, il y aura des sessions. On va voir. Ça dépend de où est-ce que les personnes peuvent se déplacer à travers le monde. Bon, avec plein de belles surprises. Vous découvrirez ça dans un petit instant. Il y a des bonnes personnalités qui arrivent. Je vais aller droit au but sur tous les sujets. Moi, je vais vous parler à chaque fois de mon parcours. Donc, voilà, moi, un parcours tout simple. Je commence déclic entrepreneurial quand j'ai fait une 3e alternance en tôlerie peinture. Je travaillais chez Citroën à Tournord et je repeignais les voitures parce que j'étais un passionné de scooter et je voulais repeindre mon scooter gratuitement. Voilà, ça a démarré comme ça. Et il faisait moins 10 degrés. On m'a fait repeindre le parking et j'ai compris que le salariat n'était pas fait pour moi, le parking à l'extérieur. Et ensuite, j'ai commencé à m'intéresser au monde du kebab et j'ai commencé à monter les broches dans ma ville, d'accord, chez des kebabs, les kebabs indépendants de la ville. Je montais les broches et c'était comme ça que je faisais mon argent de poche. Et j'apprenais à les monter de plus en plus rapidement pour en monter jusqu'à 10 par jour et je gagnais jusqu'à 500 € par jour à l'âge de 16 ans. C'est des Tunisiens qui m'ont appris à faire ça, d'accord. Donc je démarre à 16 ans et j'étais passionné par la franchise. À l'époque, ça fait une vingtaine d'années, un peu plus, il y avait que McDo, Quick, Domino's Pizza, il n'y avait pas Starbucks, il n'y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. La franchise était très limitée et je démarre donc en faisant ces broches. Je rachète un magasin sur la place principale à Tours qui s'appelle Crocopin. C'est pour ça que Nabab a démarré avec un logo rouge et jaune parce que c'était pour limiter les coûts. Et je vais chez quelqu'un qui vend des machines d'occasion, j'achète une broche, une friteuse, je lui dis je vais venir te payer un peu plus tard et j'ai payé le lendemain. Crocopin appartenait à un ancien militaire en retraite qui avait fait cette activité pour s'occuper et qui perdait l'équivalent de 4 000 € par mois. Donc on reprend le magasin avec un salarié. À partir de là, moi je fais mes calculs mathématiques en entrepreneur, je me dis pour qu'il y ait une masse salariale la plus faible possible, on va travailler qu'à 2. On va travailler qu'à 2. Au lieu d'avoir une masse salariale moyenne dans la restauration qui est de 25-30%, on était à 4%. Et la marchandise, au lieu d'être à 25-30 également, on était à 13-14% parce qu'on faisait attention à chaque centime. Parce que ce que je voulais, c'était de la profitabilité. D'accord ? Donc je démarre, premier point de vente, j'en ouvre un deuxième, troisième, et je commence à en acheter une dizaine. Donc j'en avais à 22 ans, une dizaine dans la même ville. Je commence à me diversifier, j'ouvre des poissonneries, des librairies, des choses qui n'ont rien à voir, mais j'apprends le métier de la reprise d'affaires en liquidation. D'accord ? Je commence à apprendre. À 21 ans, je reprends une papeterie, rue de Bordeaux, papeterie dure. Et là, je commence à apprendre les baux, parce que j'ai eu des problèmes de baux commerciaux, etc. Et ensuite, premier kebab, qui était, je dirais, il faut toujours un moteur, la vache à lait du business, expulsion de magasin par un ancien notaire radié, qui s'appelle Gabriel Herbroto, qui s'est retrouvé après, il a eu quelques problèmes. Dans le bail, il y avait marqué sandwicherie. Le juge dit que le kebab n'est pas un sandwich. Okay. J'achète un magasin en face, à 100 mètres. Dans le bail, il y avait marqué restauration, parce que le juge voulait la restauration. Je repasse au tribunal, ils disent le kebab, c'est pas un restaurant, c'est une sandwicherie, donc deuxième expulsion. Donc là, j'avais 21 ans, j'avais perdu 2 millions d'euros, parce que la valeur des fonds, c'était 2 millions l'une. Okay. Mais ça m'a permis d'apprendre
par cœur, parce que je ne fais pas confiance, malheureusement. Alors, je suis entouré, je suis même associé avec des avocats, des comptables et autres dans différents business, mais j'ai appris à faire très peu confiance. D'accord ? Il faut que vous connaissiez votre domaine par cœur, parce que personne de mieux que vous pourra défendre vos intérêts. Ça, c'est très important. Donc, j'ai appris les baux, le parkeurisme des baux, et j'ai commencé à acheter du foncier dans cette ville. Beaucoup de foncier. Parce que, quand on parle d'investissement, les premiers investisseurs, c'est les entrepreneurs. Les murs, le foncier, c'est le collatéral d'une entreprise physique. D'accord ? Je lance une chaîne de boulangerie, je prends le cas de Brioche Dorée, Monsieur Leduf, il s'enrichit avec l'immobilier. Paul, Francis Solder, il s'enrichit avec l'immobilier. Ils n'ont pas attendu de voir le film Le Fondateur pour comprendre comment ça fonctionnait. D'accord ? Parce que quand vous avez une entreprise qui performe, vous allez à la banque, pour ceux ici qui font des prêts, j'arrive avec le bilan, je paye les frais de notaire et on achète des immeubles complets et des murs commerciaux pour avant tout y mettre nos locaux à nous, notre activité. D'accord ? Et donc, c'est comme ça qu'on a monté une foncière avec, j'ai eu jusqu'à 70 murs commerciaux, c'était des immeubles qui ont pris beaucoup de valeur par la suite. Donc ça a démarré comme ça. La franchise, donc je fais mon premier salon, j'avais 21 ou 22 ans, donc je commence à ouvrir ensuite des points de vente à Paris, à Toulouse, etc. Moi, il faut savoir, j'ai toujours été un grand travailleur, c'est-à-dire je dormais très peu, c'est-à-dire j'avais une soif de réussir que j'ai toujours aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, je suis pas né dans la misère ou autre, hein. On vivait dans une petite résidence, un appartement, une famille normale, moyenne, d'accord. Mais j'avais ce besoin de revanche sociale parce que je rêvais, comme plein de gens, on voyait des beaux bateaux, des belles voitures, etc. Et donc, je voulais me donner les moyens. Jamais regardé de match de foot quand j'étais jeune ou avec des copains, jamais fait de foot. Mon seul objectif, plus j'étais dans une ville un peu moyenne, c'était de m'enrichir et de partir, voilà, en toute transparence. À cet âge-là, c'était comme ça que je réfléchissais en tout cas. Donc je développe, premier réseau de franchise où personne m'a aidé parce que c'était pas comme maintenant la franchise. Aujourd'hui, quand vous allez dans un salon de la franchise, il y a plein de choses halal que vous voyez qui n'existaient pas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait le patron de McDo, Brioche Dorée, qui était des grands monsieur de la franchise et qui vous donnait pas forcément de conseils. Donc ensuite, je déploie avec 3 casquettes. On doit diversifier. Donc des jeunes, je diversifiais. Comment ? Donc une filière où on achète les murs commerciaux, donc le foncier, une partie franchise, où on déploie la franchise, et une partie succursale. Donc on est monté à 50 succursales en propre, 80 franchisés et 68 murs commerciaux au total. D'accord ? Comment on a gagné presque une centaine de millions dans les murs ? C'est très simple. Quand on achetait des murs commerciaux, avec mon équipe, donc je faisais des prêts, je payais les frais de notaire, ensuite je revendais les appartements qu'il y avait dans les immeubles et je gardais les locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Okay, et ensuite, j'ajustais, d'ailleurs j'avais un contrôle fiscal aussi là-dessus, j'ajustais le loyer en fonction de l'activité. Et indirectement, je valorisais mes murs. Okay, j'arrive, j'achète un mur, le local commercial a un loyer, je sais pas, de 2000 €, équivalent de 2000. Aujourd'hui, un rendement à l'époque sur des murs commerciaux, c'était 10%. Donc la valeur des murs, c'était 200 000. D'accord ? Moi, je faisais un prêt, j'achetais des murs de 100 000. Je matchais, je mettais un loyer à 10 000. Valeur des murs, elle passe automatiquement à 1 million. Donc quand j'ai plusieurs murs commerciaux, si ma foncière, je fais des prêts, je ne sais pas, 10 millions de prêts, et ben je passe tout de suite à 50 millions de valeur. Et ensuite, si je veux vendre, je travaille avec des fonds d'investissement spécialisés dans les murs, qui rachètent, ou alors je peux hypothéquer et refinancer mes murs, etc. Plein de mesures. Ensuite, je valorisais aussi la franchise. Alors, le modèle de la franchise est très simple. On déploie, au début, c'est pas rentable. C'est rentable à partir de 80-90 restaurants, une centaine. Si je prends 100 restaurants qui font chacun 1 million, qui sont des franchisés, moi, je leur prends 5%, plus 2% pour la pub, plus 3%, ça fait à peu près 10%. Donc, sur 100 millions de chiffre d'affaires, 10 millions. Le bénéfice, généralement, d'un franchiseur en France, c'est 50%. Alors, il faut savoir que moi, ça ne m'a jamais dérangé de payer des impôts. Bien au contraire. Et c'est la plus grosse erreur que j'ai faite, d'ailleurs. À l'époque, encore, je remonte 20 ans en arrière, il n'y avait que des kebabs. La tendance, ceux qui mangeaient halal, c'est que des kebabs, il n'y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui, ok ? La broche kebab se consume, la viande se consume, ok ? Donc, et moi, je faisais 1 million de chiffre d'affaires. Donc, quand j'ai mon contrôle, la dame me dit, écoutez, la perte en viande kebab, il y avait une dame, un monsieur, c'est 5%. Donc, quand vous mettez 30 kilos de viande à cuire et vous mettez 100 grammes par sandwich, vous faites 300 sandwichs. Or, la réalité, on en faisait 150. La viande se consume, pourquoi ? Quand on achetait la viande kebab industrielle, comme c'est vendu au poids, il y avait des glaçons et de la sauce. Donc, ils vendent au poids.
D'accord? L'administration fiscale n'a pas voulu prendre en compte ça. Donc j'avais 22 ans. Donc c'est pour ça que je dis je connais très très bien l'administration fiscale. Et ensuite, un redressement personnel parce qu'ils estiment que c'est de l'argent non distribué, d'accord, à titre perso. Donc ils font un redressement personnel aussi, je crois, 3 ou 4 millions. Voilà. Sur les magasins, j'avais payé une partie. Donc ensuite, je pars au Luxembourg. Et là, ça plaît pas à la fiscalité parce que j'étais un peu la balle de ping-pong de Saint-Denis. Parce qu'après, le dossier, il remonte à Saint-Denis. Voilà, parce que pour eux, l'administration fiscale, ils évitent de se contredire entre eux. D'accord? Donc, fatigué de tout ça, je revends le groupe en 2014-2015. Voilà. C'est un groupe qui valait beaucoup d'argent parce qu'il y avait beaucoup de foncier. On m'avait proposé à un moment 160 millions, mais je n'avais pas vendu parce que c'était un peu comme mon bébé. Et j'ai revendu un peu plus tard, un peu moins cher, mais c'était pas aussi valorisé qu'avant. C'est-à-dire à mon époque, la franchise ne valait pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un réseau de franchise qui se valorise à 20 fois les bidas parfois. C'est étonnant. À l'époque, la franchise, la partie franchise, on valorisait à 2-3 fois, pas plus. Ce qui se valorisait, c'était surtout les succursales et surtout le foncier. D'accord? Concernant l'administration fiscale, pour savoir, c'est pas parce que vous êtes honnête que vous avez raison. Donc à cet âge-là, j'étais jeune et naïf, je faisais confiance aux avocats. Bon, pareil, on me faisait des factures, 10 000, 5 000, 8 000. Tous les avocats et comptables me disaient des choses différentes. D'accord? Je vais avoir des avocats fiscalistes à Tours qui me disent là c'est 10 000, après on va aller en appel, un autre avocat à Paris qui me dit moi c'est 100 000 et je te sors de là. Bon bref, le meilleur avocat c'est vous, il faut être entouré d'avocats, mais la science exacte, moi je dis c'est toujours le malade qui sait de quoi il est malade. D'accord? Il faut faire très attention à ça. En tout cas moi je vous donne vraiment des conseils par rapport à ce que j'ai vécu. D'accord? Je vais vous donner des chiffres aussi intéressants, c'est qu'en 2024, donc l'année dernière, il y avait 500 nouveaux arrivants par jour à Dubaï. Cette année, il y en a 1000 par jour. Il y a 1000 personnes qui viennent par jour tenter une nouvelle aventure. On parlait, on était dans le piano là tout à l'heure. La vision du chèque, c'est évidemment de doubler la population jusqu'à 2040. Donc voilà, les investisseurs sont rassurés. Il y a un master plan que vous pouvez trouver en ligne. Vous tapez master plan 2040 et vous allez trouver voilà, les différentes étapes de développement de la ville jusqu'à 2040. Donc les investisseurs voilà, sont rassurés à ce niveau-là. 400 transactions immobilières par jour et la plupart d'entre elles sont en cash. C'est un marché de cash buyer qu'on appelle ça. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent avec des fonds dispo ou alors voilà, ils n'ont pas besoin d'emprunter en banque. C'est plutôt les Européens qui empruntent. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que voilà, à Dubaï, c'est quand même un marché assez international, donc il y a des investisseurs du monde entier. Là, on est à Marrakech, donc il y a beaucoup de francophones. Voilà. Alors qu'à Dubaï, les Ukrainiens, des Chinois, des Russes, il y a vraiment de l'argent qui vient du monde entier. Donc, et ces personnes, c'est des personnes qui ont de l'argent. C'est pour ça que c'est un marché assez compétitif. Et aussi le fait qu'on soit propriétaire en freehold. Freehold, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que vous êtes propriétaire à vie. Par exemple, moi j'ai une villa à Bali que j'ai construite. Je ne suis pas propriétaire à vie, je suis en leasehold, donc ça veut dire que la villa elle m'appartient, mais sur un terrain qui ne m'appartient pas. Alors qu'à Dubaï, on est propriétaire à vie. Et ça, c'est important parce que voilà, si on veut léguer, si on a des enfants, si on a une famille, voilà, c'est assez important. Et d'ailleurs, les frais de succession sont quasiment nuls. Il faut savoir que si vous êtes propriétaire à Dubaï et que vous voulez léguer à vos enfants, il y a 0,125% d'impôt, enfin de succession sur la valeur vénale du bien. Alors donc concrètement, c'est juste que ma méthode, ça a été de choisir des secteurs en gentrification ou des secteurs déjà prime. Je les ai rénovés, donc j'ai choisi des biens succession, tutelle, etc. que j'ai rénovés avec soin, avec goût, et que j'ai ensuite loué à un prix d'or ou bien revendu à prix d'or. Par quelle magie j'ai pu générer des plus-values de plus de 50% en quelques mois, dans quelques années à Paris? Eh bien, c'est par la magie du luxe. Comme disait cette personne que l'on connaît tous, Bernard Arnault, il n'y a que dans le luxe que l'on fait des marges de luxe. Donc, vous êtes ici à Marrakech, c'est un cadre exceptionnel. Vous avez un intervenant, Mickaël, qui vous a parlé de l'immobilier à Dubaï. Moi, je vous parle de l'immobilier à Paris. En tout cas, ce que je vous incite à faire, c'est de continuer à investir. C'est très bien. Vraiment, je vous félicite. De toute façon, on est dans un business club où tout le monde est très business savvy. Tout le monde sait très bien comment on fait pour générer de l'argent. Donc, écoutez, je vous ai tout dit.
Nous allons maintenant accueillir Mohamed El Bakali qui interviendra sur la structuration financière et la levée de fonds. Merci. Je pense qu'il y a déjà des millionnaires ici et donc l'idée ce serait de voir comment devenir milliardaire. Et, n'est-ce pas? Et donc les milliardaires, plus de 90% des personnes qui sont devenues milliardaires sont des personnes qui le sont devenues grâce à l'acquisition et grâce à des sociétés. Et donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on va s'intéresser à la thématique de rachat de sociétés. Alors, souvent le parcours classique des sociétés, c'est que des gens prennent le temps effectivement de lancer des projets de société, des startups qui se développent, qui deviennent matures et qui à un moment donné deviennent des licornes pour devenir finalement des boîtes qui valent quelques milliards. Alors ici l'idée c'est souvent, et quand on parle d'acquisition de société, et le collègue a parlé d'acheter le temps, et effectivement ici quand on achète une société, on achète le temps de gens qui ont passé à développer certaines sociétés avant et que vous allez racheter parfois à des prix chers, parfois à des prix moins chers, mais que vous allez pouvoir justement développer. Donc juste à titre informatif, donc au niveau du marché transactionnel de rachat et de sociétés, donc on parle d'un marché de 1 trilliard, donc 1200 milliards, donc ça c'était les chiffres de l'année passée, une croissance de 29%. Là-dedans, on a, en termes de taille moyenne de transactions, à nouveau, c'est pas uniquement à destination des milliardaires. Donc vous avez des sociétés qui se vendent à partir d'1 euro. On va dire dans les small cap, on considère que les sociétés sont valorisées en moyenne à 5 millions. Dans les mid cap, on est à peu près à 50. Et dans les plus grandes valorisations, là, on parle de sociétés qui tournent aux alentours de 150 millions. Pourquoi est-ce que les gens, en général, rachètent des sociétés? C'est pour différentes raisons, soit pour des raisons de transfert de technologie, soit pour accéder à des marchés auxquels ils n'ont pas accès, que ce soit en national ou à l'international, ou alors pour consolider certains marchés. On peut passer au slide suivant. Dans ma vie, je me suis bien amusé parce que j'aime bien ce que je fais. Et une des expériences sur laquelle je me suis amusé, c'était l'expérience avec Hakim lorsqu'on a travaillé sur le rachat en 2021 depuis. Ici, Hakim, lorsqu'il s'est intéressé à Quick, il s'est intéressé bien sûr de faire de la croissance externe. Donc, il avait développé son groupe FBH et donc il avait pour ambition de grandir. Et donc, il avait atteint, on va dire, la taille maximale au niveau de son groupe. Donc, pour lui, la prochaine étape, c'était justement une acquisition externe. Et donc, il a identifié la SI, qui était dans notre cas Quick. Il a identifié les synergies. Les synergies étaient manifestes puisque lui-même était dans le secteur de la restauration rapide. Il a fallu travailler sur les moyens financiers et c'est là-dessus qu'on a travaillé ensemble avec Akit pour lever justement les moyens financiers nécessaires. Il y a eu toute une stratégie qui a été étudiée en amont sur ce qui va être fait, transformer la boîte d'une boîte qui valait à ce moment-là 250 millions à une boîte qui allait valoir 1 milliard. Quand tu as lancé Nabab, est-ce que tu pensais déjà construire un empire ou c'était juste pour sortir du système? C'était pour construire un empire. Dès le départ, tu avais cette vision-là de construire un empire? Quand j'ai créé Nabab, si tu veux, j'avais 19 ans. Et avant, j'avais l'idée de créer Nabab, j'avais 16 ans. Et je m'intéressais déjà au monde de la franchise et c'est là que j'ai fait la plupart des manuels des normes pour la franchise.
J'ai beaucoup travaillé dessus durant 2-3 ans et ensuite j'ai créé pour vraiment faire un empire mondial. Ok. C'est quoi qui te fait encore vibrer aujourd'hui? T'as quasiment tout fait. C'est quoi le nouveau challenge? Aujourd'hui, ce qui me fait vibrer, c'est toujours la création permanente. Si tu veux, j'ai tout fait. J'ai fait des exits, j'ai vendu des entreprises chères, j'ai développé des entreprises, j'ai fait de l'immobilier. C'est le challenge. Il faut que la vie, jusqu'à la fin de nos jours, elle ait un sens. Et le sens, c'est le travail. Et comme je dis, le travail, c'est ton allié le plus fidèle. Donc, c'est important. C'est quoi la plus grosse erreur que tu as faite en business? La plus grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai été trop insistant avec le recul aujourd'hui en France. J'ai trop insisté à vouloir consolider mon rêve de jeune qui était de consolider le marché du halal. Cette insistance m'a fait perdre beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi. C'est le seul regret. Je pense qu'aujourd'hui, un jeune, quand un pays ne veut pas forcément d'entrepreneurs, surtout issus de la communauté ou autres, ils n'aiment pas les personnes qui partent de rien et qui réussissent, ils s'en méfient. Il faut changer de pays rapidement. Il ne faut pas rester dans le même domaine trop longtemps. Comment est-ce que tu arrives à garder une culture forte dans un réseau de franchise? Comment t'arrives? C'est le relationnel avec tes franchisés. C'est très compliqué de maintenir cette culture dans un réseau. Il faut en permanence assister le franchisé. Un franchisé, avant tout, c'est quoi? C'est une personne qui mise dans ton concept, qui paye et qui te fait avant tout confiance. Ils font confiance à l'humain avant tout. Et donc, il faut honorer cette confiance et être présent avec tes équipes. Donc, motiver tes équipes qui, eux, vont motiver tes franchisés. Parce que quand tu as 10 franchisés, tu es en relation avec tout le monde. Quand tu en as 100, c'est plus difficile. Ok. Est-ce qu'à un moment, tu as senti que l'argent t'avait un petit peu déconnecté de toi-même? Jamais. Jamais, bizarrement, j'ai toujours eu un lien à l'argent qui est un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis une personne qui préfère vivre dans la souffrance et dans la douleur que dans le luxe. Peut-être parce que j'ai eu un parcours très difficile, rempli de souffrance, et que je m'y suis peut-être habitué. Et en fait, l'argent t'offre rien. L'argent t'offre le matériel, et les autres choses de la vie qui ne s'achètent pas t'offrent. L'argent t'offre pas l'amitié, la bienveillance, l'amour ou le travail. Tu vois, l'argent t'offre du matériel. Donc une fois que tu as fait le tour, tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu as un beau bateau, tu as un jet privé si tu veux, quelle est la suite? C'est pour ça que les hommes les plus riches du monde comme Elon Musk travaillent. Ils travaillent beaucoup plus que tout le monde, alors qu'ils pourraient arrêter. Ils pourraient tous arrêter. Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche d'Europe, il est tous les jours, moi je le vois rentrer dans ses bureaux à Paris, parfois à 8h du matin, il est au bureau, il sort à 22h. Pourquoi des hommes qui ont 100 milliards, 150 milliards sont encore au bureau à 8h? Parce qu'une fois que tu t'es tout offert, la suite c'est quoi? Et un entrepreneur, c'est une personnalité, une façon de vivre. L'entrepreneur, il passera sa vie à entreprendre. Tu vois, c'est pas question d'argent. Les gens pensent que c'est question d'argent, ceux qui ne connaissent rien à l'entrepreneuriat et ceux qui ne connaissent pas l'argent. Comme le disait un très bon philosophe, l'argent fait le bonheur des pauvres, pas celui des riches. Apparemment, la plupart des gens qui vendent leur boîte, qui font un exit, ils sont en dépression. Ouais, ils sont en dépression. Est-ce que toi, t'as ressenti un petit peu ça? Est-ce que tu as eu une phase où tu travaillais moins et du coup, ça te manquait et tu t'es senti un peu moins bien? Non. T'as direct enchaîné, dès que t'as vendu, t'as direct enchaîné sur d'autres projets? Tu sais, l'argent m'a toujours servi à créer du business. Je te donne un exemple. Demain, on prend le cas d'une esthéticienne. Elle a son salon esthétique. Qu'est-ce qu'elle fait avec les bénéfices? Elle va s'acheter un nouveau matelas, des nouvelles machines. Un passionné par l'entrepreneuriat, c'est ça. Aujourd'hui, on a un caméraman qui est passionné. Ses bénéfices, il va racheter la nouvelle caméra. Un entrepreneur à haut niveau, c'est pareil. Ses bénéfices, il va dire qu'est-ce que je vais pouvoir créer avec cet argent? C'est pour ça que tu as des personnes comme le plus gros financier au monde qui vit toujours dans sa même maison alors qu'il a 400 milliards de dollars. C'est pas quelque chose qui intéresse. Les personnes très riches autour de moi que je connais, ils sont pas animés par l'argent. Par contre, ils sont animés par la réussite, par le challenge. Et quand tu fais bien ton travail, tu vas gagner de l'argent. Un footballeur, au début, il n'est pas animé par l'argent. Il est animé pour être le meilleur footballeur de l'équipe. Une fois qu'il est le meilleur, forcément, il va gagner de l'argent. Ok. J'ai une question, moi. Aujourd'hui, tu as fondé un club d'investisseurs. Ouais. C'est quoi son avantage concrètement? Est-ce que le fait d'intégrer un club d'investisseurs, ça va réduire tes risques ou pas dans tes investissements? Alors pourquoi j'ai créé ce club? Moi, à la base, quand j'ai démarré, j'étais un peu la balle de ping-pong des avocats et des comptables et j'avais aucune notion d'investissement, de business, de fiscalité. Et j'ai perdu beaucoup d'argent en conseil avec des personnes qui n'étaient pas bienveillantes. Tout ce qu'ils voulaient chez moi, c'était la facture. C'est une facture de 10 000 € et ils répondaient plus au téléphone. C'est pour ça que je n'ai aucune confiance aux avocats, aucune confiance aux comptables. Ce sont avant tout des commerçants. D'accord? Ça, faut pas l'oublier. Et donc, si tu veux, je n'ai pas eu d'autre choix que tout apprendre tout seul.
Parce que si tu laisses tes salariés faire un travail, c'est bien, mais il faut que tu maîtrises mieux que le travail. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce club, pour permettre aux personnes, d'accord, d'avoir accès à l'information, d'avoir accès aussi au deal, à l'investissement, d'avoir accès à plein de choses et de gagner du temps. Parce qu'en réalité, le seul ennemi de l'argent, c'est le temps. Tu échanges ton temps pour gagner de l'argent. Un salarié qui fait 35 heures et qui gagne le SMIC, 1500 €, bah, il donne 140 heures par mois contre 1500 €. Donc il y a toujours cet aspect temps-argent. Dans tes podcasts, Hakim, tu dis souvent qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, ils arrivent sur un nouveau marché et ils se cassent la gueule. Est-ce que le fait de rentrer dans un club d'investissement, ça peut réduire ce risque? Ça réduit ce risque, le fait de rentrer dans un club, parce que, en fait, dans un club de personnes expérimentées, encore une fois, je sais pas, moi, tu vois, je parle sans prétention. J'irai jamais rentrer dans un business que je ne maîtrise pas. Encore plus riche, qui me demandait plein de questions. Et je voyais qu'il prenait des notes. Donc je me suis dit, en fin de compte, c'est bizarre, je connais des choses, plus de choses que ces personnes-là qui sont plus riches que moi. Et là, en fait, tu apprends que c'est en fonction de la difficulté de ton parcours que tu vas avoir le maximum de connaissances. Tout simplement. Ok. Est-ce que tu as une anecdote que tu n'as jamais racontée, mais qui résume parfaitement ce que c'est qu'être un vrai patron? C'est quoi la phrase marquante qu'un client, un employé ou un concurrent t'a dite? Il n'y en a pas une en particulier qui t'a marqué plus que les autres? Peut-être, c'est que j'ai pas en tête forcément, mais peut-être. La seule anecdote, c'est qu'une fois, pour attaquer mes concurrents, quand je développais Nabab, j'avais ouvert un magasin où le kebab était vendu 2 €. Jusqu'à ce que tous mes concurrents coulent, et ensuite j'ai racheté tous leurs points de vente un par un. Et ensuite, j'ai augmenté les prix de tous mes magasins. Ok. Pour toi, c'est une nouvelle aventure, ce club d'investissement. Est-ce que tu es assez confiant sur la longévité et puis sur les résultats qu'auront ce club? Alors, le club d'investissement, c'est un pôle parmi plusieurs pôles qu'on développe en ce moment avec l'équipe. Okay, il va y avoir une école 2.0, d'accord, une école d'expérience. En fait, je veux une école où à la tête des accompagnements, ça soit des hommes d'affaires seulement. D'accord, il va y avoir en parallèle un fonds d'investissement. Et là aussi, je ne mettrai pas des financiers aux commandes, mais des entrepreneurs. Parce qu'un financier, il connaît les tableaux Excel, mais il ne sait pas c'est quoi le terrain. Tu comprends? Derrière ça, il va y avoir plusieurs startups que je suis en train de développer. Beaucoup dans le digital, quelques-unes dans le physique, un peu d'immobilier. Et en fait, il y a tout un écosystème. Et ce club est un des piliers de cet écosystème. D'accord? Parce que je veux être autonome de A à Z. Quand je dis autonome, on a nos financiers, on a nos banques, on a nos codeurs, on a nos CIO, et c'est un écosystème complet que je veux créer autour de ça. Ça devient limite un incubateur, en fait, finalement. Exactement, c'est un incubateur. Et ça me permet de donner la chance aux jeunes issus des minorités. Parce qu'aujourd'hui, tu prends le cas de la France, pour ceux qui nous suivent, qui vivent en France. Tu vas, avec une très bonne idée, lever beaucoup d'argent, ils vont la donner à des personnes qui ont fait HEC, mais qui n'ont aucun track record. Et moi, je rejoins la méthode de Jorge Paulo Lemann. C'est un Brésilien, un homme d'affaires qui a créé 3G Capital, qui pèse avec ses associés plus de 30 ou 40 milliards. Donc il disait, les meilleurs entrepreneurs, ce sont ceux des favelas au Brésil. C'est pas ceux qui ont fait les grandes écoles. Parce que celui qui est issu des favelas, il sait se débrouiller. Et c'est eux qui ont fait que les entreprises ont le mieux fonctionné. Et je pense qu'en France, si on compare ça en France, pour moi, les jeunes issus des minorités, c'est les meilleurs entrepreneurs et c'est les meilleurs investisseurs. C'est la force vive de la France. Même si la France ne le reconnaît pas. Alors, je parle pas que des Blacks, Arabes et tout. Même des Français, des Hongrois, de tout. Mais dans la vie, pour réussir, il faut avoir faim. Tu vois? Et pour avoir faim dans la vie, il faut avoir manqué de quelque chose. Si tu manques de rien, t'as pas faim. Et donc, je mise dans ce club en ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, on leur donne pas leur chance. C'est pour ça qu'ils avancent avec la débrouille. Et moi, je veux que ce club leur donne leur chance parce que pour moi, c'est l'élite française aujourd'hui. Même si la France le reconnaîtra jamais, c'est l'élite française, c'est la force vive du pays. Et quand tu es un jeune issu d'immigration comme toi, et que tu t'es mis en fait, Hakim, à énormément croître, quand tu as commencé à toucher des sphères que très peu, comment tu as fait pour défendre à ce niveau-là? Comment tu as fait pour te protéger? Écoute, il y a que Dieu qui peut te défendre. En réalité, il faut avoir une foi inébranlable parce que ces gens-là, ils te laisseront pas de chance. Moi, j'ai tout connu. J'ai connu les réseaux, je les ai tous connus. Je vais te dire, c'est plus sombre que ce qu'on pourrait croire quand on monte à un certain niveau. D'accord? C'est le plus sombre. Après, il faut s'adapter. Il faut faire confiance en ta ligne de conduite. D'accord? Il faut avancer et il faut croire en ses rêves. Et il faut apprendre à aimer l'échec plus que la réussite. Si tu aimes l'échec plus que la réussite, tu réussiras.
Si tu abandonnes à chaque échec, tu échoueras. Ouais, il y avait une phrase qui disait si tu as besoin d'échouer 99 fois pour réussir, l'objectif c'est d'échouer le plus rapidement possible. Exactement. Comme on dit, on apprend de ses échecs, mais pas de ses réussites. Voilà. Magnifique. Les réussites ne m'ont jamais rien appris. Réussite, c'est quoi? Tu développes une chaîne, tu la vends 100 millions, t'as réussi, t'as rien appris. Est-ce qu'on peut dire au final que ce club d'investissement, c'est l'opportunité à pas rater? Ce club d'investissement, je ferai en tout cas de mon mieux avec mon équipe pour qu'il soit le plus complet et qu'il soit celui qui apprend le plus à nos membres et que nos membres soient satisfaits pour renouveler l'aventure, pour nous faire de la publicité et dire à des nouveaux membres de rejoindre l'aventure, mais je ferai en sorte qu'il soit le plus complet et le plus réel. On n'est pas là pour vendre du rêve. On a des très bons intervenants, l'IMO, on a chacun sa vision. Tout à l'heure, je vais faire une intervention, vous allez voir ce que c'est que l'IMO. Voilà pourquoi j'ai créé ce club. J'étais un peu une balle de ping-pong naïf quand j'étais très jeune. J'ai compris après, j'ai une vision vraiment internationale et j'ai perdu beaucoup de temps et d'argent. Et ce club-là, avant tout, c'est pour faire gagner du temps et de l'argent. Parce que le temps, c'est de l'argent à tous les entrepreneurs qui vont intégrer le club. Et avoir des échanges. Et mon rôle, c'est de vous présenter les meilleures personnes. Parce que vous allez voir, votre pire ennemi, même si vous ne le savez pas, c'est votre comptable. Il suffit qu'il fasse une erreur et votre entreprise est défaillante. Et il n'en a rien à faire parce qu'il en a plein des clients. Donc votre pire ennemi, c'est votre avocat aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entourer des meilleurs et il faut s'entourer de personnes qui vous disent la vérité. Pas d'avocats ou de comptables qui vous font que des factures. Non, la vérité. Qu'est-ce que je risque ? Si on fait appel et que je te repaye encore 15 000 €, quelles sont nos chances de gagner? Si on va au cours de cassation, quelles sont nos chances? Il faut aller chercher les compétents. Et par expérience, pour en connaître presque une centaine sur la place de Paris, je peux vous assurer que des compétents et des honnêtes, il y en a très peu. Ça, c'est ceux qui ont entrepris ici, qui entreprennent, le savent. D'accord? Donc ça, c'est très très important de s'entourer. Et pourquoi je me suis mis dans les réseaux? Donc moi, j'avais disparu des réseaux en 2000... Enfin, j'ai jamais été dans les réseaux. J'ai réapparu, pourquoi? Les réseaux, je pense qu'ils l'ont compris, les Américains, et notamment Donald Trump. Il n'y a pas aujourd'hui de business qui va se faire dans les années à venir sans le personal branding. Le premier représentant de son entreprise, c'est le fondateur. Vous êtes les premiers représentants de votre entreprise. Et plus le personal branding est puissant, plus ça permet d'éviter des frais de communication importants. D'accord? Et nous, aujourd'hui, donc, on s'est lancé dans plein de choses, dans des écoles 2.0. On va partager, je rentre toujours dans mes domaines d'expertise. La franchise, l'immobilier, l'investissement et l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'argent dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il faut, pareil, encore une fois, bien s'entourer. Parce qu'on a tous fait les mêmes erreurs ici, il faut bien s'entourer. The signs outside, a reflection of my mind. I never knew that I was hurting you before, couldn't see through, I couldn't see you through the storm, It's very mind conditional, lets me focus on what it got left behind, and I want you to know that it was nothing personal. I see you wondering, searching for the signs outside, it's thundering, a reflection of my mind, Mr. Blurry Mind. I never knew that I was hurting you before, couldn't see through, I couldn't see you through the storm. It's very mind conditional, lets me focus on what it got left behind, and I want you to know that it was nothing personal.
c'est simple, très pessimiste. Quand je discute avec mes collaborateurs, je leur dis ne m'explique pas ce qui est de plus beau, mais explique-moi les mauvais côtés. Les bons côtés, on les voit nous-mêmes. Ce qu'on veut comprendre, c'est les mauvais côtés de cette entreprise. Ok. Voilà, bon brunch à tous. Alors, un moment magnifique, on a passé 48 heures intenses, on a dû dormir 7-8 heures dans ces derniers 48 heures. Merci à tous les membres d'acquisition, merci à Marrakech de nous avoir accueillis. On a passé 48 heures, c'était fabuleux, c'était fantastique, un opening, j'aurais pas pu prévoir mieux, d'accord. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre Acquisition. L'année prochaine, ça sera encore plus sympa. Il y a 4 événements par an et je dis à tout le monde donc à très bientôt à Genève pour le prochain événement.